Rebonjour. Dans cette section, on va étudier quelque chose d'extrêmement important. On va voir un premier langage NP complet. Dans la dernière section, on avait introduit le concept d'NP complétude et c'est un concept assez surprenant, cette idée qu'on puisse avoir un langage ou des langages qui sont tels que tous les autres langages se réduisent à celui-là. Donc, le concept de complétude est un concept étrange, mais en fait, c'est un concept important et il y a énormément d'exemples de langages NP complets qui existent. Pour étudier les langages NP complets, on va tout simplement, premièrement, démontrer l'existence d'un premier langage NP complet. Et ensuite, on pourra, à partir de la construction du premier langage NP complet, en utilisant une technique qui s'appelle la réduction, on pourra avoir d'autres langages qui sont NP complets. En fait, la majorité des problèmes intéressants dans la classe NP, on va le voir, sont en fait des problèmes NP complets. Donc, le premier problème qu'on va démontrer comme étant NP complet, c'est tout simplement satisfaisabilité des circuits booléens. Donc, il faut commencer par parler de circuits booléens. Un circuit booléen, c'est tout simplement, en fait, un circuit où les nœuds sont des portes logiques, des et, des ou des négations, et on a un calcul qui est fait à partir des variables booléennes au niveau de ce circuit. Et donc, on va avoir des portes, des négations, des et, des ou. Ça va nous permettre d'obtenir, en fait, un circuit booléen. La taille d'un circuit, c'est tout simplement le nombre de portes. La taille d'un circuit, ça va être le nombre de portes qu'il y a dans le circuit booléen. Les circuits booléens, c'est un modèle de calcul. En fait, c'est un modèle de calcul raisonnable. C'est un modèle de calcul qui est équivalent à la machine de Turing. Si vous pouvez calculer quelque chose avec une machine de Turing, alors vous pouvez le calculer avec un circuit booléen. Et si vous pouvez calculer quelque chose avec un circuit booléen et que vous avez, il y a une petite technicalité, que vous avez une façon uniforme de générer ces circuits-là, alors vous pouvez aussi faire le calcul avec une machine de Turing. Et donc, le théorème 5.3.1, ça énonce ça de façon formelle. Si on a une machine de Turing qui fonctionne en temps polynomial, où n est la longueur de son entrée, il va exister une famille de circuits Cn, de taille polynomiale, telle que ces circuits vont retourner vrais si et seulement si la machine acceptait le mot W en question. Et donc, si on a une machine de Turing qui nous permet de reconnaître un langage, si on a une machine de Turing qui, sur certains mots du langage, va dire oui, le mot appartient ou non, le mot n'appartient pas, eh bien, on va avoir aussi une famille de circuits booléens. Et la réalité, c'est que ça peut sembler évident pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les circuits booléens, mais ici, on va en fait donner la preuve de cet énoncé. Et donc, pour démontrer l'énoncé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer comment on peut simuler la machine de Turing à l'aide d'un circuit booléen. Donc, on voudrait un circuit booléen qui retourne vrai si la machine accepte et qui retourne faux si la machine rejette. On veut que le circuit booléen soit de taille raisonnable. Donc, on veut que le circuit booléen soit de taille polynomiale par rapport à la taille de l'input. On aura une machine de Turing qu'on veut simuler qui fonctionne en temps polynomial aussi. Sans perdre de généralité, on va supposer que notre machine travaille avec l'alphabet binaire et un alphabet de travail qui est aussi l'alphabet binaire. On ajoute toujours le blanc pour les machines de Turing. Et on aura que le nombre d'états de la machine est égal à L. On a L états. La machine fonctionne en temps P de N. Et là, comment on va faire ça? C'est un peu fastidieux. Peut-être que vous allez devoir relire cette section-là à tête reposée, mais finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une trace du calcul. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une trace de calcul. Ce que j'ai ici, c'est le ruban. Donc, on a la première ligne, c'est la configuration initiale. Donc, chaque ligne est une configuration et on passe d'une configuration à la suivante en passant d'une ligne à la suivante en une étape de calcul. Donc, ici, notre machine a commencé dans l'état Q0 avec la tête de lecture devant le 0.
Et ensuite de ça, après une étape de calcul, la tête de lecture a bougé et maintenant la tête de lecture est devant la deuxième case. L'état est rendu Q4 et on a changé le premier caractère, le premier symbole pour un 1. Et donc ici, on peut, si la machine fonctionne en temps polynomial, on va avoir une trace de taille polynomiale. Quelle est la taille de la trace? Ben, c'est facile. La taille de la trace, c'est l'espace utilisé par la machine multiplié par le temps utilisé par la machine. Et en fait, l'espace utilisé, on peut le borner par le temps. Et donc, si on a un temps de calcul de l'ordre de P de n, on aura un tableau de P de n cases par P de n cases. Quelles sont les dépendances qu'on a au niveau de ce calcul? Eh bien, si on veut calculer la ligne suivante, je ne sais pas si vous avez déjà étudié les automates cellulaires, il y a une espèce de similarité ici. Si on veut calculer la ligne de la trace suivante, en fait, on peut le faire de façon locale. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque information qui est à la ligne numéro 2 dépend de l'information de la ligne numéro 1, mais la distance à laquelle on doit aller observer l'information pour faire son calcul, elle est petite, c'est une case. Pour calculer une case ici, par exemple, la case où on a l'état qui est là, en fait, il suffisait d'avoir l'information des 3 cases en haut, ici. On peut toujours calculer une case en fonction des 3 cases qui sont en haut, OK? Parce que la tête de lecture ne peut se déplacer que d'une case. Et donc, encore une fois, chaque cellule ici peut être calculée en fonction des 3 cellules qui sont en haut. Donc, ce qu'on va faire pour calculer un circuit booléen, obtenir un circuit booléen qui est équivalent à notre machine de Turing, on va définir un certain nombre de variables. On va avoir des indices I et J. Ces indices-là correspondent au temps et à l'espace. Et donc, on peut borner l'espace par le temps. Une machine ne peut pas utiliser plus d'espace que son temps de calcul, même si la machine va systématiquement toujours vers la droite ou vers la gauche. Et donc, on aura ici, on aura 2 indices, I et J. Un indice qui représente le temps, I, la ligne de la trace, et un indice J qui représente en fait la colonne, qui est la case mémoire utilisée. J correspond à la position horizontale de la trace. Et là, on aura un tableau 0 IJ et 1 IJ qui seront vrais. Donc, ce sont des variables booléennes. Ici, ce sont des tableaux de variables booléennes que j'introduis. Donc, 0 de IJ est à vrai si et seulement si la case J au temps I contient un 0. Et 1 IJ est vrai si et seulement si la case J au temps I contient la valeur 1. Et donc, on peut avoir aussi blanc IJ qui va être la case J au temps I a comme valeur le blanc. Et donc, on va utiliser 3 bits pour chaque case. Okay? Toutes les combinaisons ne sont pas possibles. On ne peut pas avoir que la case est un 0 et aussi que la case est un 1, mais on peut facilement, avec ces 3 bits-là, représenter toutes les possibilités. Ensuite de ça, on aura un tableau qui possède une dimension de plus, le tableau état, qui va nous dire si à la case, au temps I, à la case J, j'avais l'état Q. Cette variable-là va être vraie si, au temps I, à la case J, on doit stocker l'état Q. Et donc, la majorité de ces valeurs-là vont être fausses, parce que la majorité des cases ne contiennent pas l'état. Seulement, pour chaque temps, pour chaque ligne de notre simulation, on a seulement une case qui va contenir un certain état. Et si on a beaucoup d'états, plusieurs états, par exemple, des dizaines ou des centaines d'états, l'idée, c'est qu'il va seulement y avoir un de ces états-là pour lequel la valeur va être vraie. Donc, ce n'est pas une représentation qui est hyper efficace, mais c'est une représentation qui est simple. Notre objectif ici, c'est seulement de démontrer qu'on peut simuler une machine de Turing avec un circuit booléen. Et donc, si on regarde le nombre de variables en détail, ce qu'on aura, c'est que le nombre de variables, en fait, dépend du temps au carré et aussi dépend du nombre d'états. Donc, au niveau de ce tableau-là, on peut identifier, initialiser les valeurs au départ. Donc,
la première ligne va être initialisée en fonction de l'input. Et donc, on va mettre la variable 0 à vrai si on avait un 0, et on va mettre la variable 1 à vrai si on avait un 1, et on va mettre la variable blanc à faux pour toutes les cases de l'input. Pour les cases de l'input, c'est les cases J de 1 à N, parce que l'input a taille N. Pour les cases de N plus 1 à P de N, en fait, on va mettre que la valeur n'est pas 0, n'est pas 1, mais que la valeur est blanc. Finalement, en termes d'état, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre partout à faux. OK, donc on met presque partout à faux. Mais il y aura une exception. Hein? À la première case, pour l'état initial, on va mettre la variable à vrai. Donc, on a une initialisation des variables. Ben, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le calcul. En fait, ce qui va se produire, c'est que chaque ligne des différents tableaux peut être calculée en fonction des lignes précédentes. Donc, au niveau du temps, quand on fait varier le temps de 2 à P de N, et pour chaque position J, OK, on pourra calculer la valeur de chacune des variables en fonction de chacune des variables précédentes. Donc, chacune des variables ici, 0, 1, blanc, état, peut être calculée, hein, ici on a L plus 3 variables, peuvent être calculées en fonction des 3 L plus notre variables qui sont 0, 1, blanc, état, pour les 3 cases du haut. Et ce calcul-là peut se faire par un petit circuit booléen. Ce petit circuit booléen-là va dépendre de la table de transition. Et donc, on peut calculer de façon explicite, le calcul dépend vraiment de la table de transition de la machine de Turing. Donc, on va obtenir un circuit booléen. Le circuit booléen aura comme taille, finalement, le nombre de composantes qu'on va avoir dans notre circuit booléen. Ça va être dans l'ordre de P de N au carré, qui est le temps de calcul. Étant donné que le nombre d'états, c'est quelque chose qui est fixe, qui ne varie pas en fonction de la taille de l'input, on aura vraiment que la taille du circuit booléen va être quadratique par rapport au temps de calcul. Cette compilation de la machine de Turing en circuit booléen, c'est une compilation qui est un peu fastidieuse. En pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire. Le but de l'exercice ici, c'est vraiment de montrer que c'est quelque chose qui est possible. Je veux montrer que si on a une machine de Turing qui est capable de décider un certain langage, qui est capable de reconnaître les mots d'un certain langage, alors je vais aussi avoir une famille de circuits booléens qui peut faire la même chose. Dans notre circuit booléen, j'ai peut-être oublié de mentionner que finalement, pour savoir si le circuit accepte, on va en fait passer à travers tous les états de la dernière étape et on va faire le « et » logique. Et donc, pour vérifier si le calcul retourne vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter une équation à notre circuit qui va prendre chacun des états et qui va vérifier est-ce que en bas, pour la dernière ligne de notre simulation, est-ce qu'on retourne l'état vrai. Alors là, maintenant qu'on sait que ce qui est calculé par une machine de Turing peut aussi être calculé par un circuit booléen, je voudrais présenter un concept important pour nous au niveau des circuits booléens qui est la satisfaisabilité. Donc, on dira qu'un circuit booléen est satisfaisable s'il existe une affectation des variables qui rendent finalement le circuit vrai. Alors, on peut regarder ici un circuit booléen qui est donné par les trois équations suivantes. Donc, Z1, c'est X1 ou X2. Z2, c'est non X1 et X3. Et Z3, c'est Z1 ou Z2. Et ici, j'ai considéré que la sortie était Z3. Pourquoi le circuit est satisfaisable? Bien, le circuit est satisfaisable parce que si je donne la valeur 0 à X1, 1 à X2 et 1 à X3, en fait, Z3 va prendre la valeur vraie. Pourquoi? Parce que X1 ou X2 va être vrai, donc Z1 va être vrai. On a aussi que non X1 et X3 va être vrai.
Donc, Z2 va être vrai, et donc Z3 va être vrai. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce circuit, il est satisfaisable. Il est satisfaisable parce qu'il existe une affectation des variables qui va satisfaire le circuit. Par contre, le circuit suivant, ici, n'est pas satisfaisable. Donc, le circuit où on aurait Z1 qui est égal à X1 et X2, Z2 qui est égal à non X1 et X3, et Z3 qui est égal à Z1 et X2, on aura que ce circuit n'est pas satisfaisable parce que, peu importe comment on affecte les variables, on aura que le circuit est faux. La réalité, c'est qu'il est excessivement difficile en pratique de décider si un circuit est satisfaisable. Décider si un circuit est satisfaisable, c'est un problème difficile. Et grosso modo, les techniques les plus efficaces qui permettent de résoudre ce genre de problème-là consistent à faire une fouille exhaustive de toutes les affectations possibles qu'on peut donner au circuit. Et si vous avez n variables à votre circuit booléen, ben, le temps de calcul va être proportionnel à 2 puissance n fois la taille du circuit, ce qui en pratique n'est pas réaliste. Donc, on peut définir le problème suivant. SAT-C, l'ensemble des circuits booléens qui sont satisfaisables. Clairement, SAT-C est dans NP, parce que si je vous donne un circuit, je peux construire un vérificateur. Qu'est-ce que le vérificateur va faire? Ben, c'est facile. L'indice que j'ai besoin de donner au vérificateur pour vérifier qu'un circuit est satisfaisable, c'est la fameuse affectation des variables qui va rendre le circuit vrai. Et donc, même si c'est excessivement difficile en pratique de décider si un circuit est satisfaisable, le problème est quand même dans NP parce qu'on a un vérificateur polynomial. Encore une fois, l'indice qu'on donne au vérificateur, c'est la fameuse affectation. Et donc, un des théorèmes les plus importants en informatique théorique, un théorème qui est dû à Cook et Levine, c'est le théorème qui dit que SAT-C, en fait, est un problème qui est NP complet. Premièrement, on sait que SAT-C est dans NP, je viens d'en parler. Donc, il nous reste à montrer que tous les problèmes dans NP se réduisent à SAT-C. Autrement dit, si j'avais un algorithme qui permet de décider si un circuit booléen est satisfaisable, je pourrais résoudre n'importe quel problème dans NP. Et en fait, la preuve, elle est un peu triviale. C'est que si un problème est dans NP, qu'est-ce qu'on a? Ben, si un problème est dans NP, ce qu'on a, c'est que par définition, on a un vérificateur. Et donc, on a un programme qui prend en input deux entrées. Premièrement, le mot qu'on veut, pour lequel on veut savoir s'il appartient au langage, et un indice ou une preuve qui nous permet de vérifier que le mot appartient au langage. Mais en fait, si je veux savoir, par exemple, est-ce qu'un certain graphe est 3 coloriable? Ben, j'ai un vérificateur. Ce vérificateur reçoit en entrée le graphe et il reçoit en entrée le coloriage. Et le vérificateur va accepter si et seulement si le coloriage est approprié. Mais en fait, comme le vérificateur pourrait être implanté par une machine de Turing, on a aussi que le vérificateur pourrait être implanté par un circuit booléen. Et en fait, comme la question consiste à savoir est-ce qu'un certain graphe est 3 coloriable, ben, le graphe est fixe. Donc, qu'est-ce qui varie? Ben, dans mon circuit booléen, ce qui va varier, c'est les différentes affectations des couleurs du graphe. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe un coloriage qui fait accepter le vérificateur? Mais cette question, elle est tout à fait équivalente à se poser la question, est-ce qu'il existe une affectation des variables qui va rendre mon circuit booléen vrai? Et donc, si j'étais capable de décider si une affectation des variables rend un circuit booléen vrai, je serais capable, par exemple, de décider s'il existe un coloriage, ou s'il existe un chemin, ou s'il existe un circuit, etc., etc. En fait, tous les problèmes peuvent se ramener à décider s'il existe une affectation à un circuit booléen.
Donc, ici, je vous invite à relire les notes, mais l'argument qui est présenté ici, c'est que si le mot appartient au langage, OK, alors il existe un vérificateur et un indice, tel que le vérificateur accepte. Mais ici, qu'est-ce qui varie? Ben, c'est l'indice. On ne connaît pas l'indice. Donc, il existe un certificat qui va faire accepter le vérificateur. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un circuit booléen et ce circuit booléen-là accepte une valeur, donc le circuit est satisfaisable. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on aura ici que le circuit est satisfaisable si et seulement si le mot est accepté, le mot est dans le langage. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que tous les problèmes se réduisent à satisfaisabilité de circuits booléens. Donc, on a vu plusieurs problèmes dans la classe NP. On sait que décider si un graphe est coloriable avec 3 couleurs, c'est dans la classe NP. Et donc, on peut résoudre le problème 3 cols si on sait satisfaire les circuits. On a vu que décider s'il y avait un chemin hamiltonien, c'est un problème qui est dans NP. Donc, on peut résoudre circuit hamiltonien ou chemin hamiltonien si on sait réduire SATC. On a vu que clic est un problème dans la classe NP. En fait, on peut résoudre clic si on peut résoudre SATC. En fait, si on pouvait résoudre SATC, si on pouvait décider, si on avait un algorithme efficace qui permet de décider si un circuit est satisfaisable, on pourrait résoudre tous les problèmes dans la classe NP. Et là, une question qu'on peut se poser tout de suite, est-ce que satisfaisabilité de circuit booléen, c'est un problème particulier? Est-ce qu'il est unique? Est-ce que c'est le seul problème qui est complet? Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il y a énormément de problèmes NP complets. En fait, la majorité des problèmes dans NP qu'on n'arrive pas à résoudre sont NP complets. Et c'est ça que nous allons voir dans les prochains chapitres, dans les prochaines sections.